من کاپیتانشونم. Un film de braquage au féminin, Pierre Ninet en soldat du feu et un long métrage inspiré de faits réels sur la domination masculine en Iran. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour à Thomas Borez avec nous comme chaque semaine. Bonjour Louise. On va donc commencer avec Les Veuves de l'anglais Steve McQueen, un film de braquage avec, une fois n'est pas coutume, des femmes en tête d'affiche. Et pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a au générique de ce film Viola Davis, oscarisée en 2017 pour Fences de Denzel Washington, ou encore Michelle Rodriguez, connu pour ses rôles dans ses films musclés comme Avatar ou la saga Fast and Furious. Alors, au féminin donc, mais marqué tout de même par le poids des hommes, car comme son titre l'indique, eh bien, ces héroïnes sont veuves. Précisons ici que ce scénario s'inspire d'une série télé, d'un feuilleton britannique que Steve McQueen regardait à l'âge de 13 ans et qu'il avait marqué. Et il a décidé donc de transposer l'intrigue de son film à Chicago de nos jours. Alors revenons à ces veuves. Les maris de ces dames ont été éparpillés façon puzzle, comme dirait l'autre, lors d'un braquage et ont laissé des dettes que leurs conjointes vont devoir solder et elles vont bien sûr s'improviser braqueuses. Le mari de l'une d'entre elles a heureusement laissé un carnet avec le plan détaillé d'un casse parfait. Voilà donc Véronica, Linda, Alice ou encore Belle qui vont essayer de faire sauter le coffre-fort. On y va. My husband left me the plans for his next job. All I need is a crew to pull it off. Why should we trust you anyway? Because I'm the only one standing between you and a bullet in your head. That's what I've learned from men like your late husband. And my father. Is that you reap what you sow. Let's hope so. This is for guns. Guns? From where? Figure it out. If this whole thing goes wrong, I want my kids to know that I didn't just sit there and take it. I did something. Voilà, Steve McQueen, connu pour ses drames intimes et politiques. Rappelons qu'il avait remporté l'Oscar du meilleur film pour 12 Years a Slave sur l'esclavage. Thomas, est-ce que justement ce nouveau long métrage s'inscrit dans la continuité de ses précédents films ? Alors oui et non, oui en tout cas si on considère que ce film est politique, hein, parce que c'est vrai qu'après le mouvement MeToo déclenché par l'affaire Weinstein, je ne vais pas tout résumer, et la déflagration qui a suivi à Hollywood, c'est vrai qu'on a l'impression que tout film qui met en avant des héroïnes était presque un acte politique. Alors on peut évidemment s'en réjouir tout en déplorant évidemment qu'il ait fallu tant de souffrance pour en arriver là. Voilà, alors c'est vrai qu'avant Ces Veuves, l'industrie du cinéma avait déjà fait un film de braquage au féminin, c'était l'année dernière, ça s'appelait Ocean's 8, c'était signé Gary Ross avec un casting étoilé, on se souvient, Kate Blanchett, Sandra Bullock ou encore Anna Hathaway. Sauf que malheureusement le film s'était pris dans le tapis un peu involontairement du sexisme, puisque forcément, le film surjouait la carte glamour et l'objet de ce braquage était forcément un bijou, comme si les femmes n'étaient intéressées que par ça. Donc c'était vraiment raté. Alors rien de tout ça dans Ces Veuves, qui est réalisé, rappelons-le encore, par un homme certes, mais qui se veut plus nerveux, plus âpre et surtout plus sombre et désespéré. Rien de glamour ici. Et c'est vrai que Steve McQueen, dès la séquence d'ouverture, fait parler sa mise en scène. Il mêle une scène domestique avec des scènes violentes d'un braquage. Il fait vraiment parler la poudre dès l'entame de ce film et on voit une mise en scène toute puissante. C'est ça vraiment qui intéresse, à mon avis, ici Steve McQueen. Toute puissante, peut-être un peu trop, parce qu'au milieu de tout ça, de tout ce barnum, eh bien, tous les rebondissements qui sont savamment égrenés tout au long du récit font un peu pchit, bilan. Pas vraiment tenu en haleine. Voilà, donc un peu mitigé quand même sur Ces Veuves. On va passer au film français avec Sauver ou périr de Frédéric Tellier. Pierre Ninet y joue un pompier dont la vie bascule du jour au lendemain. C'est vrai, et c'est vrai que si le quotidien des pompiers a très peu servi, surtout en France, de matière à fiction, en l'espace de quelques mois, il y a 2 films qui se sont emparés et qui entendent célébrer ces soldats du feu. Il y avait d'abord le film de Pierre Jolivet il y a quelques mois, Les Hommes du Feu, et donc aujourd'hui Se Sauver ou Périr, comme s'il y avait presque quelque chose à réparer. Voilà, bref, voilà donc Pierre Ninet qui incarne ici donc un pompier à qui tout sourit, un ménage qui s'agrandit et une carrière prometteuse. Sauf que, patatras, sur une intervention, le jeune homme va être défiguré dans un incendie. Commence alors un long chemin pour se reconstruire. Regardez la bande-annonce.
J'ai sauvé et j'ai péri. Voilà, Pierre Ninet qui s'est immergé pendant 4 mois dans une caserne de pompiers a pris 9 kilos de muscles avant de les reperdre pour incarner ce héros du quotidien bien abîmé par la vie. On l'écoute. Un hymne à la vie, c'est un hymne à la résilience, à l'espoir et qui s'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui ont connu un moment difficile dans leur vie, petit ou grand, un accident petit ou grand, une épreuve quelle qu'elle soit. Un film qui dit n'abandonnez pas. Que c'est beau, il le vend bien ce film, Pierre Ninet. Je doute pas de sa sincérité. C'est un peu trop bon enfant, c'est ça? Oui, un peu bon enfant. C'est que moi, Pierre Ninet, j'ai toujours un problème. Il est tellement un peu propre sur lui, il fait tellement très bon élève premier de la classe que ça manque un peu, et évidemment, un peu de défaut, de nerveuse, que ce soit un peu punk, que ça déborde un peu. Et c'est vrai qu'avec Pierre Ninet, on n'a pas trop ça, et le film est un peu à son image. C'est-à-dire qu'on sent on a envie de raconter une belle histoire, une histoire extrêmement touchante, extrêmement forte, extrêmement violente. Et inspirée de faits réels, en plus. Et inspirée de faits réels, ça. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un scénario Louise à Hollywood ou en France si c'est pas inspiré de faits réels. Donc oui, il y a le tampon labellisé dessus. Alors c'est vrai que cette histoire est évidemment tragique, c'est quelqu'un qui va être défiguré. Pierre Ninet, vous l'avez dit, s'est entraîné, a même changé sa voix, on l'entend dans la bande-annonce. Voilà, alors tout y est, voilà, sauf que ça ne dépasse pas, et au bout d'un moment, ce mélodrame sombre dans certaines facilités, à grand renfort d'une musique omniprésente qui surjoue toutes les émotions. Bref, parfois, c'est vrai que le réalisateur Frédéric Tellier, qui avait fait l'affaire Esquin, qui était plutôt un thriller nerveux, arrive par sa mise en scène à donner un petit peu d'énergie et de souffle à cette histoire. Il n'empêche que tout ça est ramassé dans une espèce de pudding de bons sentiments qui, à la fin, agace. Bon, il est encore question de faits réels pour le film à suivre. La permission du réalisateur iranien Sohail Beraghi. Voilà, alors c'est vrai que si on parlait de la représentation de la femme dans le cinéma hollywoodien, alors en Iran, ils n'ont pas attendu toutes ces affaires pour parler de la femme et pour parler justement de ces violences que les femmes subissent dans ce pays. Et cette permission, inspirée évidemment de faits réels, vous l'avez dit, raconte l'histoire en fait d'une footballeuse interdite de quitter le territoire par son mari, la privant ainsi d'une finale de futsal qui doit se jouer en Malaisie. Alors rappelons qu'en République islamique d'Iran, les femmes mariées ont besoin de la permission écrite de leur mari pour pouvoir demander un passeport pour sortir du pays. Voilà, et à tout moment, ces maris l'époux peut annuler cette permission. C'est ce qui arrive ici. Alors c'est le début du combat, ça c'est le début du film. Et après, va se dessiner en fait un couple qui part à volo. Et c'est pour ça que cet homme va essayer d'empêcher sa femme de sortir. Alors, si le film s'appuie sur un récit, on l'a dit, vrai et qui est très très intéressant, le cinéaste oublie un peu qu'en fait, une mise en scène, un film, c'est aussi essayer au maximum de transcender son matériau de départ. Et ça, c'est ce qui manque un peu. Donc il y a une espèce comme ça de mise en scène très illustrative qui, du coup, rend ce film, certes intéressant par son sujet, mais pas tellement dans sa forme. En tout cas, il a pu passer la censure iranienne et rien que pour ça, il faut le saluer. On va terminer avec un hommage à un dernier grand maître du cinéma italien décédé cette semaine, Bernardo Bertolucci. Voilà, à l'âge de 77 ans, le dernier tango à Paris et sa réputation sulfureuse et violente, le dernier empereur et sa nuée d'Oscars, 9 au total, ne sauraient cacher l'œuvre protéiforme de Bernardo Bertolucci qui débuta avec des films très engagés dans les années 60 sous influence nouvelle vague. C'est vrai que Bernardo Bertolucci a été vraiment marqué par les révolutions de la dernière moitié du XXe siècle, dont mai 68. Et puis c'est vrai qu'après, sa carrière va un petit peu changer au détour des années 80, va devenir un petit peu plus baroque et un petit peu plus pompière, comme on dit. Voilà, alors je disais, il avait été marqué par les révolutions, et notamment les révolutions sexuelles, et il s'est toujours interrogé sur le sens de l'engagement politique, mais aussi sexuel, comme une forme de libération des idées et des corps. Cela aboutira à son film tristement célèbre Le Désenchanté, le dernier tango à Paris. C'était en 72. L'histoire d'amour, en tout cas une passion physique entre un homme mûr, incarné à l'époque par Marlon Brando, et une jeune femme rencontrée par hasard. La jeune actrice, Maria Schneider, même pas 20 ans à l'époque, a avoué être sortie traumatisée par un tournage dont elle s'est dit victime. Et c'est vrai que récemment, avec la pleine... la fièvre MeToo, absolument, Bernardo Bertolucci a vu son portrait un petit peu écorné. Voilà. L'autre gros morceau de la carrière de Bertolucci, c'est 1900. C'est une fresque de plus de 5 heures avec les jeunes
Robert De Niro et Gérard Depardieu. Ça raconte dans la plaine du Pô la montée du fascisme et du communisme. C'est un peu son chef-d'œuvre qui synthétise d'une certaine manière toute son œuvre. Il est réédité, il est plutôt édité dans un très beau coffret Blu-ray DVD chez Wildside. C'était un film qu'on voyait souvent dans une durée un peu tronquée. Voilà, on l'aura compris, Bertolucci laisse une œuvre chaotique à l'image du monde qu'il voulait représenter à l'écran. Merci beaucoup Thomas. Évidemment, on se retrouve à la semaine prochaine pour plus d'actualités cinéma. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de 1900, chef-d'œuvre de Bernardo Bertolucci, mort à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.